Voilà, donc ce soir, nous arrivons à notre 14e séance de ce séminaire sur le transfert qui va clôturer notre travail, qui va être une reprise en condensé de ce qui a pu être avancé et avec une touche personnelle, comme vous le savez depuis la dernière fois, sur cette question du réel de transfert ou du transfert dans le réel ou du transfert réel, enfin je ne sais pas comment l'appeler, enfin ces dimensions réelles qui manque dans l'histoire de psychanalytique du transfert, si on se réfère à Freud, où on a la première dimension imaginaire et un peu symbolique, et ensuite le travail de Lacan, l'introduction du grand hôte, la dimension symbolique du transfert, et ils sont des lacaniens, où est la troisième dimension dite réelle du transfert. C'est ça que je vais travailler et que je vous ai un petit peu présenté dans ce séminaire de cette année. Alors, venons-en maintenant à ce que j'ai à vous dire ce soir pour terminer. Je reprends une citation de Lacan qui est du 8 mars 1977 pour introduire cette séance, où il dit, où Lacan dit, donc l'idée même de réel, oui, on est bien sur cette question du réel, l'idée même de réel comporte l'exclusion de tout sens. Ce n'est que pour autant que le réel est vidé de tout sens que nous pouvons un peu l'appréhender. Voilà. Donc, Lacan, 8 mars 1977, c'est le séminaire L'insu que c'est de l'une bévue, c'est l'amour, 76-77, qui est donc inédit pour le moment, je crois, ou qui était encore inédit, mais qu'on vous pouvez trouver dans la revue Ornica, numéro 16 de 78, page 12. Alors, il n'existe pas. Oui, pardon? Non. Il n'existe pas, fort heureusement, d'interprétation univoque de la question théorique ou pratique du transfert pour tous les psychanalystes. Pour les uns, il s'agit foncièrement d'une banalité sans nom, qu'ils utilisent à dessein, sans souhaiter en dire ou en écrire quoi que ce soit de plus ou d'autre que Freud. C'est donc évident. Pour d'autres, il s'agit plutôt d'une énigme, à chaque cas renouvelé, dont le corpus théorique ne rend qu'imparfaitement compte de ce dont il retourne réellement. Ce n'est donc que pour certains que le transfert se présente d'emblée comme une question. Sinon même pour quelques-uns, la question princeps ouverte par la dite psychanalyse en sa naissance freudienne. Je vous renvoie sur ce que je viens de dire, par exemple, au texte de Paul-Laurent Assoun sur les leçons psychanalytiques sur le transfert Economica Anthropos 2006, où il soulève à peu près la même chose. Mais le transfert n'est-il de facto, donc de fait, qu'une et une seule question? Plusieurs questions ne viennent-elles pas à cet endroit se croiser? Au-delà du fait que le transfert est au moins une question, le transfert pose des questions et pour peu qu'on y prenne garde, il fournit en même temps la réponse. Celle, ready-made, que le sujet qui s'en trouve affecté souhaite recevoir. Quelle est cette réponse? C'est une réponse unique à toutes les questions. On pourrait formuler ainsi: aime-moi, et pour cela, reconnais-moi. Comble-moi de ton amour. Pas de manque, pas de perte. Lorsque Sigmund Freud reçoit Carl Gustav Jung pour la première fois, en 1907, il lui pose précisément cette question. Que pensez-vous du transfert? Je vous entends plus. Est-ce qu'il y Non. a... Ça a été coupé? Moi non plus.
à Wilhelm Fliess. À Wilhelm Fliess. Il faut que vous repreniez un peu plus tôt, Monsieur Luca, parce qu'il y a eu 20 secondes où on n'a rien entendu. La réponse qui est attendue, aime-moi, vous ne l'avez pas entendue? Oui, on en était à peu près là, oui. Donc, le transfert pose des questions et pour plus qu'on y prenne garde, il fournit en même temps la réponse, ready-made, celle que le sujet qui s'en trouve affecté souhaite recevoir, une réponse unique à toutes les questions. Aime-moi et pour cela, reconnais-moi. Comble-moi de ton amour, pas de manque, pas de perte. Et je disais, donc, lorsque Sigmund Freud reçoit Carl Gustav Jung pour la première fois en 1907, il lui pose précisément cette question. Que pensez-vous du transfert, dit Freud à Jung. C'est l'alpha et l'oméga de la pratique, répond Jung. Freud alors de lui dire, vous avez compris l'essentiel de la psychanalyse. 10 ans auparavant, le 7 juillet 1897, Freud décrit le transfert en termes déjà bien clairs, mais sans le reconnaître théoriquement. Il s'adresse à son ami Wilhelm Fliess et il dit « Je continue à ne pas savoir ce qui m'est arrivé. Quelque chose venu des profondeurs abyssales de ma propre névrose s'est opposé à ce que j'avance encore dans la compréhension des névroses. Et tu y étais, j'ignore pourquoi, impliqué. L'impossibilité d'écrire qui m'affecte semble avoir pour but de gêner nos relations. De tout cela, je ne possède nulle preuve et il ne s'agit que d'impressions tout à fait obscures. » Freud ajoute, sur le mode de certaines personnes dès les premiers entretiens qui viennent en analyse, il ajoute cette phrase tout à fait atypique, « La chaleur et le surmenage doivent certainement jouer un rôle dans tout cela. » Voilà. Non-reconnaissance du psychique, mais des phénomènes physiques extérieurs. La chaleur et le surmenage doivent certainement jouer un rôle dans tout cela. Je vous extrais ceci de Sigmund Freud, La naissance de la psychanalyse, PUF Paris, 1956. 70 ans plus tard, dans la proposition du 9 octobre 1967 sur le psychanalyste de l'école, Jacques Lacan, qui, lorsqu'il parlait du transfert, ne prétendait pas viser autre chose que le transfert selon Freud, avance sa formulation la plus achevée sur cette question. Il s'agit de l'algorithme du transfert. Cet algorithme du transfert, je ne sais pas si vous pouvez le voir, c'est cette fraction-là. S mène avec un trait jusqu'à S, le signifiant va vers un signifiant quelconque. Mais sous la barre, vous avez petit s, le sujet, facteur de je ne sais pas quoi, S1, S2, S, et puis N, je ne sais plus quoi. Hein, c'est-à-dire le savoir qui est dans l'inconscient. Il est entre parenthèses le sujet, facteur de ce savoir, le savoir dans l'inconscient. Alors, c'est ça la formule de l'algorithme de Lacan. Alors, voilà, vous le trouvez dans Silicite numéro 1, au seuil, en 68, page 14. Alors, S, que je vous ai montré en haut, c'est le signifiant du transfert. Ça peut être un bouton sur le nez, ça peut être des lunettes, ça peut être la moustache de l'autre jour, ça peut être, voilà, un signifiant du transfert, c'est ce qui déclenche, c'est l'analysant, le transfert. S, c'est le signifiant du transfert. Il y a une application, une flèche, je vous l'ai montré, c'est l'application signifiante. S petit q, c'est le signifiant quelconque. Petit s en bas, je vous l'ai dit, le sujet, qui est supposé ou supposé, facteur de S1, S2, Sn. Le savoir supposé, le savoir textuel de l'inconscient, c'est-à-dire une suite de signifiants. Voilà de quoi est constitué l'inconscient, façon Lacan. On notera que la première version de la proposition faisait apparaître la fraction ainsi. La fraction était supposé sur sujet savoir. Supposé sur sujet savoir. Il y a eu donc deux versions de cet algorithme du transfert. Donc je vous remonte la fraction. Hein. S, le signifiant du transfert, qui va vers SQ, le signifiant quelconque. C'est donc toute l'analyse, hein, ça va devenir quelconque à la fin, sous la question du sujet, facteur des signifiants qui constitue l'inconscient, le savoir inconscient, le savoir textuel.
pas celle qui s'oppose au savoir référentiel, hein. C'est le savoir textuel qu'il y a dans l'inconscient du sujet. Alors, c'est l'écriture à laquelle arrive Lacan, donc, dans l'algorithme du transfert. Tout ceci n'indique cependant pas qu'avant 1197, Freud n'ait pas affaire au transfert, au singulier, et au transfert, au pluriel, comme on l'a vu en début de séminaire. Pas plus que cela ne signifie qu'après 1967, date de l'algorithme du transfert, Lacan n'avance plus rien concernant ce problème. Il y a un avant, il y a un après. Il y a cet algorithme qui, comme on dit, est un apax, c'est-à-dire que ça n'intervient qu'une seule fois dans l'œuvre et c'est jamais repris. Alors, vous êtes aperçu que cette année, on a pratiqué l'enquête, on a fait notre enquête, et c'était déjà énoncé d'entrée pour cette enquête, cette entrée de jeu, c'est énoncé un style d'une enquête, c'est un style, mais surtout c'est une méthode. L'enquête consiste à poser des questions, nos questions, au texte freudien et lacanien pour l'essentiel, à faire travailler, à mettre au travail ces textes, c'est-à-dire ce que nous disent de facto, de fait, Freud puis Lacan, de cette embarrassante question qui les accompagne tout au long de leur parcours respectif. Freud en fait la pire et la meilleure des choses pour la cure. La pire, d'abord, puisqu'il fait l'équivalence avec la résistance, puis la meilleure, à un certain moment, il est tout à fait enthousiasmé, puis la meilleure, puis la pire et la meilleure à la fois. Voilà. Un peu mitigé. Lacan en épure la fonction opératoire sous la forme de l'un des 4 concepts fondamentaux de la psychanalyse, titre d'édition donné par le Seuil au séminaire, annoncé par Lacan en cette année 75, c'est le titre de Miller, hein. Le vrai titre de Lacan, comme c'est dans la première séance en son aperçoit, ça c'est les fondements de la psychanalyse. Alors j'avais fait une petite note, ce titre, les fondements de la psychanalyse, est explicitement énoncé par Lacan dès la première séance du séminaire qui commence cette année-là, 1963-1964, le 15 janvier 1964, pour cause d'exclusion de l'international IPIste après l'unique séance des Noms du Père de l'automne 1963. Une seule séance. Changement de lieu du séminaire de Sainte-Anne à l'École normale supérieure. Lacan fonde son école le 21 juin suivant. Donc, revenons. Lacan, cette année 64, les fondements de la psychanalyse, comment il l'appelle. Le concept de transfert élevé à cette dignité se trouve dès lors partagé la compagnie des 3 autres, et non des moindres. On avait vu ça, l'inconscient, la répétition et l'impulsion. L'inconscient, la répétition, l'impulsion, le transfert, 4 concepts fondamentaux de la psychanalyse pour Lacan en cette année 1964, où il fonde son école. Alors, Lacan fera plus encore, en venant y enchasser la question du désir de l'analyste, 5e thème, avec celle de la passe, 6e thème. Vers la fin de notre séminaire, il s'est enfin posé la question d'affronter la question du transfert chez Lacan dans la dernière période de son œuvre, celle des années 70, celle où le sujet supposé savoir est recouvert par le sujet de l'inconscient, souvenez-vous, c'est-à-dire la période 1975-1978. C'est à cet endroit qu'il y a un écueil et qu'il ne faut pas qu'à la fin l'analysé prolonge l'amour courant de transfert en amour pour son inconscient. Lacan était radicalement contre cette façon de glisser un amour pour son inconscient. Or, mis le sujet de l'inconscient et le sujet supposé savoir, un 3e joueur, vous vous en souvenez, est nécessaire pour éviter cela. Ce sera la réalité de la différence sexuelle. Et c'est de là, dira-t-il, que, je cite, le sujet prend sa nouvelle certitude, celle de prendre son gîte dans le pur défaut du sexe. Pas du genre, hein, du sexe. C'est ici l'introduction du réel par Lacan, d'un réel sexuel qui s'exprime symptomatiquement
au travers d'un réel du transfert ou d'un transfert dans le réel, divisant sujet et symptôme. Le 9 juin 1965, les problèmes cruciaux de la psychanalyse, le séminaire Les problèmes cruciaux de la psychanalyse. Lacan dira, dans ce séminaire, Les problèmes cruciaux de la psychanalyse, le 9 juin 1965, la division du sujet et du symptôme, c'est l'incarnation de ce niveau où la vérité reprend ses droits et sous la forme de ce réel non su, de ce réel à exhaustion impossible, qui est ce réel du sexe. Nous voilà sur le réel. Le savoir, répétons-le, est donc pas tout savoir. Enfin, je me suis permis de vous présenter pleinement la dimension du réel dans le transfert. En effet, si la théorie psychanalytique de Jacques Lacan est une théorie qui repose sur le paradigme nouveau par lui introduit dans cette discipline et qui consiste à aborder toute question psychanalytique avec le ternaire RSI, réel symbolique imaginaire, alors, la logique, alors la question du transfert doit faire apparaître ces trois dimensions, ces trois consistances, son nœud borroméen du transfert. Même si l'on doit pouvoir reconnaître un transfert dans l'imaginaire, le transfert, disons, de la répétition des imagos de Freud, un transfert dans le symbolique, disons celui en premier que dégage Lacan dans les années 60 avec la notion de grand autre, alors qu'il ne l'est pas clairement chez Freud, où les dimensions imaginaires et symboliques sont encore par trop intriquées, et un transfert dans le réel. C'est ce dernier que je vous ai développé dans ce chapitre et qui ne se trouve pas chez Lacan d'une manière explicite. Implicitement, il me semble qu'il y gît, repérable comme tel, mais non formulé. On résumera cette avancée un peu personnelle en rappelant ceci en 10 points cruciaux, pour terminer. 10 points cruciaux. Premièrement, il existe un nécessaire et incontournable amour dans la cure psychanalytique. La cure est une cure d'amour, sauf que c'est comme à l'envers. Comment c'était Gérard Pommier qui avait fait un texte, un livre qui s'appelle L'amour à l'envers, qui parlait du transfert. La cure est une cure d'amour, sauf que c'est comme à l'envers, c'est-à-dire une cure de l'amour. Qu'il prenne la forme d'un amour ou d'une haine n'y change rien en son fond. Freud a appelé cet amour « amour de transfert ». Il est tissé des mêmes fils que l'amour ordinaire, celui qui nous fait tous souffrir un jour ou l'autre. C'est un amour, je cite, authentique, c'est le terme de Freud, authentique. C'est un amour vrai, dans l'actuel, un amour bien réel et non la simple répétition ou réédition d'un amour passé. C'est un amour dans le réel. Deuxièmement, mais le transfert est tressé de cet amour qui en réalité est triple. Il y a un amour dans l'imaginaire, un amour dans le symbolique et un amour dans le réel. Le dernier, l'amour dans le réel, est une forme de l'amour dans l'impossible. Cet amour qui unit en désunissant dans sa progression vers la différence sexuelle absolue. À chaque séance, un peu plus, analyste et analysant. Troisièmement, si l'amour dans le réel est cet impossible, c'est que c'est invité à cet endroit, au festin, le désir, lequel est causé par l'objet petit a, que recèle sans le savoir au début le psychanalyste pour le psychanalysant, et réciproquement. Le petit a possède en outre une redoutable dimension de plus de jouir. Quatrièmement,
Mais le transfert est quelque chose qui campe à la frontière de l'amour et du désir. Il est un remuant passeur de frontières, dans les deux sens. Il se présente ainsi tel un Janus bifrons. D'un côté, il réfère à l'amour, de l'autre au désir. Et ceci pour les deux protagonistes, analyste et analysant. Mais l'analyste a un temps d'avance sur son analysant. Son parcours doit avoir permis de rencontrer et traverser l'amour imaginaire, castration imaginaire, et l'amour symbolique, castration symbolique. Il peut ainsi permettre l'accès à cette castration pour son analysant et l'accompagner dans les arcanes des mêmes opérations qu'il a subies et traversées. Cinquième point. Mais il reste la question de l'amour dans le réel. Là, ils se retrouvent pris ensemble, en couple, dans ce concubinage de l'impossible. Concubinage, je vous rappelle, c'est le terme de Lacan. Car cet amour n'est pas un amour ordinaire, ni un amour courant, ni un amour narcissique et névrotique, un amour qui s'aime en aimant l'amour. En un mot, un amour improbable, quoiqu'un amour rêvé comme possible. Et bien qu'averti, là où son analysant ne l'est pas encore, l'analyste est à une place homologue à celle de son analysant. Ils sont à des places quasi identiques. Et cette place est celle où le désir fait son office. Sixième point. Le désir opère sur le front de l'objet et donc du manque. Il est sans représentation directe, sinon par le biais de l'amour où il se dégrade dans la demande. Aime-moi. Il est poussé par l'insatiable pulsion en son circuit infini. Il est ce qui se dit, s'énonce et dérange l'autre. Il est ainsi un créateur d'angoisse. Il s'insère entre le besoin et la demande sans être ni l'un ni l'autre. Septièmement, du côté de l'analyste, le désir qui prime s'appelle le désir de l'analyste. C'est un désir qui désire quoi? Qui désire qu'il y ait de l'analyse, que l'on aille jusqu'au bout, au bout de l'analyse. L'amour de transfert est ainsi chevillé non seulement à ce qui se passe chez l'analysant, mais aussi à ce qui se passe chez l'analyste concernant le désir d'analyste. Il doit s'y produire la fameuse métaphore de l'amour. L'aimer désiré, ou voulant l'être, cesse sa plainte de ne pas être assez aimé. Il devient aimant désirant. Changement, substitution de place, retournement, transfert. Révélation de la signification de l'amour comme s'exprime Lacan. Huitièmement, huitième point, la tâche du psychanalyste est de révéler au sujet l'objet de son désir à partir de la demande d'amour. À une seule condition, c'est que cet amour dans le réel, cet amour impossible qui enlace dans un ensemble invivable ou insupportable, analyste et analysant, soit un amour qui réintègre en son sein le désir, qu'il s'y confonde, qu'il ne fasse qu'un avec lui, comme dans la Grèce ancienne. Qu'il s'agisse alors véritablement d'un désir-amour, qu'il s'agisse désormais de désir-aimer. Cette position qui conjugue le verbe désir-aimer, c'est aussi celle et la seule qui se supporte du manque, qui supporte le manque, fondamental ou passager. Désir-aimer devient ainsi le seul accès pour le sujet qui lui reste
pour atteindre à la vérité de son désir. 9e point. La psychanalyse est donc bien cette discipline qui propose au sujet de nouer les 3 dimensions de l'amour, appelées en cette situation et en ces circonstances amour de transfert. Nous devrions aborder dorénavant le transfert dans sa totalité, dans la triplicité de son nouage borroméen, qui se décline en ces 3 dimensions, imaginaire, symbolique et réelle. La dimension réelle du transfert, où se tapit férocement en son cœur le désir, c'est alors celle qui ne méconnaît plus l'existence, la consistance et le trou que produit l'amour dans le réel. Cet amour infernal qui enlace ces 2 protagonistes de la situation analytique et qui est cependant le seul amour à réintégrer la question sexuelle comme la question humaine cruciale, fondamentale, centrale, et que Lacan a ramassé dans sa célèbre formule « Il n'y a pas de rapport sexuel ». 10e et dernier point. Enfin, le psychanalyste, c'est quelqu'un qui est animé du désir de l'analyste, ce qui lui confère une présence unique, laquelle lui permet d'opérer de sa place de sujet supposé savoir. Je cite une fraction de la phrase. C'est à la place où nous sommes supposés savoir que nous sommes appelés à être et n'être rien de plus, rien d'autre que la présence réelle, et justement en tant qu'elle est inconsciente, dit Lacan dans le séminaire Le Transfert. Je vous avais donc déjà cité ce passage. Voilà ces 10 points. Nous avons conclu que si l'analyse débouche aussi pour chacun, pour chacune, sur un nouvel art d'aimer, il faut que cet art, il faut que ce soit autrement. C'est même urgent, car il s'agit, hic et nunc, de désir aimer autrement. Cet autrement, entre guillemets, cet autrement, c'est là tout l'apport possible à espérer de la psychanalyse lors d'une cure menée à sa fin. L'autrement dont il s'agit ne doit pas rester énigmatique, mais concrètement, réellement se traduire et s'éprouver dans la vie du sujet. Vie amoureuse, aimer autrement, vie et pratique sexuelle aussi, désirer autrement. Cependant, cet autrement ne doit pas devenir un mot d'ordre, mais être l'apanage et la spécificité de tout un chacun ayant traversé cette plus ou moins douce folie, entre guillemets, douce folie qu'on appelle une psychanalyse, sa psychanalyse. Voilà. Fermez le banc. Alors, ça peut être écouté, ça peut être aussi transmis, je peux vous envoyer tout ça. Hein.